Alors, les plateformes de livraison arrivent en France au milieu des années 2010 et elles arrivent dans un contexte dans lequel le législateur avait déjà créé un statut qui a été fort utile à ces plateformes-là, parce qu'en 2008, une loi de modernisation de l'économie est adoptée et qui crée un régime du micro-entrepreneuriat qui permet à des individus de pouvoir créer leur propre entreprise. Donc, cette loi de 2008 marquait déjà une rupture avec ce qu'on a appelé traditionnellement le principe de l'unicité du patrimoine, c'est-à-dire qu'une personne a un seul patrimoine. Cette loi de 2008 permettait déjà à un individu d'avoir désormais deux patrimoines, un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel. Et avant que les plateformes n'arrivent, on avait déjà une pratique de sous-traitance individualisée où des personnes qui étaient jusque-là salariées se sont vues devenir du jour au lendemain auto-entrepreneurs grâce à ce régime en 2008. Et c'est ainsi que dans l'hôtellerie, dans la formation, dans la sécurité, on a vu éclore ces pratiques de sous-traitance. On demandait aux salariés de devenir auto-entrepreneurs. Donc, quand les plateformes arrivent, ce régime de 2008 existe déjà et il leur est fort utile parce que c'est sur ce fondement-là que les plateformes ont développé leur modèle d'affaires pour demander aux coursiers de se mettre en micro-entrepreneur de façon à pouvoir ne pas être salarié de la plateforme, mais partenaire. Et ces livreurs-là, c'est donc des contrats de partenariat et non pas des contrats de travail. Et le Code du travail prévoit depuis le milieu des années 90 que une personne qui crée une société et qui est sous-traitant de notre société bénéficie d'une présomption de non-contrat de travail. Ce qui fait que ces personnes-là sont indépendantes, ne sont pas salariées, ne bénéficient donc pas du contrat de travail et même des protections offertes par le droit du travail et de la protection sociale. Mais assez rapidement, la pratique révèle un hiatus entre ce statut juridique de l'indépendant et la pratique, de telle sorte que de nombreux livreurs saisissent les tribunaux français, les conseils de prud'homme, pour voir requalifier leur contrat de partenariat en contrat de travail. Et assez rapidement, les conseils de prud'homme leur donnent raison et les considèrent comme étant salariés. En parallèle de ce phénomène de requalification, émerge un certain nombre de revendications et d'actions collectives spontanées menées par ces livreurs de plateformes, qui soit rejoignent des organisations syndicales traditionnelles de salariés, soit rejoignent des associations créées pour l'occasion par des travailleurs indépendants. Ce qui a posé la question assez rapidement des modalités de représentation et de représentativité de ces travailleurs de plateforme. Alors, le législateur français est intervenu finalement assez rapidement sur cette question, puisque la première action date de 2016. Mais loin d'avoir freiné le phénomène d'implantation des plateformes en France, au contraire, le législateur a créé de toutes pièces un régime juridique qui est toujours propice et qui facilite l'implantation de ces plateformes en France. Or, ce cadre juridique présente un certain nombre de tensions qui conduisent à une insoutenabilité du modèle, à mon sens, à notre sens. Insoutenabilité que l'on peut voir à la fois sur la qualification du contrat, sur le statut collectif de ces travailleurs, ainsi que sur leur statut social. S'agissant d'abord de l'insoutenabilité contractuelle des livreurs de plateforme. On a deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le premier en 2018 et le deuxième en 2020, qui sont assez importants puisqu'ils requalifient ces contrats de partenariat en contrats de travail. Or, le premier arrêt, donc Take It Easy, du nom de la plateforme de livraison de repas, dans ce premier arrêt, la Cour de cassation répond à cette question de savoir s'il s'agit d'un contrat de travail ou pas, en des termes assez classiques, puisqu'en réalité, la Cour de cassation mobilise des critères du contrat de travail tout à fait classiques que l'on connaît depuis fort longtemps dans la jurisprudence française. D'une part, la qualification du contrat de travail est dite indisponible, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la volonté des parties. Vous avez beau dire que c'était un contrat de partenariat, le juge n'est pas lié et peut donc requalifier. Première réaffirmation de ce principe tout à fait classique. Deuxièmement, le contrat de travail se singularise par un lien de subordination dont la caractéristique est la réunion de trois éléments, des directives, un contrôle et des sanctions. Ça, c'est tout à fait classique, hein, et la Chambre sociale mobilise ces critères pour conclure dans cette affaire Take It Easy à l'existence d'un contrat de travail. La Cour de cassation constate que le suivi en temps réel du trajet des livreurs, la suspension, voire la rupture des relations avec ces livreurs, constituent autant d'éléments qui caractérisent la subordination des directives, un contrôle et des sanctions.
Donc, l'arrêt Take It Easy, réponse classique à un problème qui pouvait paraître extrêmement compliqué. La réponse juridique emprunte à des éléments de solution très classiques. Réponse similaire dans le deuxième arrêt rendu en 2020, toujours par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui concerne la plateforme Uber, donc je ne vous la présente pas. Réponse dans des termes similaires, sauf que là, la Cour de cassation se réfère à un autre élément que l'on connaissait déjà, qui est celui de l'intégration dans un service organisé. On le connaissait déjà, cet élément, mais jusque-là, il avait une valeur d'indice. Et dans cet arrêt Uber, la Cour de cassation donne une valeur un petit peu plus importante, on fait comme un sous-critère, pour dire que dès lors que le travailleur bénéficie d'une autonomie dans son travail, et pour lequel il peut être compliqué d'établir et de caractériser un lien de subordination, alors cette recherche du lien de subordination va se déplacer non plus sur la personne du travailleur, mais sur l'organisation dans laquelle ce travailleur s'intègre, est inclus. Donc voilà, l'arrêt Uber reprend des éléments classiques, mais reprend cet élément de l'intégration dans un service organisé. Donc, les magistrats en France considèrent que le statut d'indépendant juridique ne correspond pas à la réalité et qu'en réalité, ce sont des salariés. Cette réponse apportée par les juridictions civiles en France a également été apportée par les juridictions pénales. Dans l'arrêt Deliveroo, qui a été rendu en avril 2022, la plateforme Deliveroo est condamnée pour travail dissimulé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet arrêt, quand on lit la décision, les magistrats disent très bien que le problème n'est pas de savoir si le travailleur voulait choisir le statut d'indépendant ou pas. Le problème, il est que le recours à ce statut est je cite le magistrat, c'est une fiction juridique qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, que ce soit les juridictions civiles ou les juridictions pénales, la solution est la même. Il existe un hiatus entre ce statut d'indépendant et la réalité. Alors, on a un petit tempérament ces derniers temps à ces jurisprudences, puisqu'on a eu un arrêt rendu récemment à propos de la plateforme Le Cab en 2022, dans laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de requalifier en contrat de travail, alors que les éléments paraissaient très similaires à ceux des affaires Take It Easy et Uber. De la même façon, l'arrêt Click and Walk qui est cité sur PowerPoint, c'est cette fois-ci la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui refuse de condamner la plateforme pour travail dissimulé. Or, la Chambre criminelle avait demandé son avis à la Chambre sociale pour savoir si en l'espèce il y avait contrat de travail. Et elle avait conclu qu'en l'espèce il n'y avait pas de subordination, pas de contrat de travail. Donc, ces deux arrêts, le Cab et Click and Walk, qui ont été rendus récemment, portent à s'interroger. Est-ce que les magistrats revoient un petit peu leur façon d'interpréter les faits? Est-ce qu'ils sont plus fermes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une solution classique? Voilà, il y a une interrogation et l'avenir dira ce qu'il en est. En tout cas, la solution des magistrats jusque-là était assez claire, c'est un contrat de travail. Le législateur n'a en tout cas pas suivi cette voie du salariat, puisque en 2016 et en 2019, deux lois ont été adoptées qui ne prennent pas du tout la voie du salariat et qui, d'une part, invitent les plateformes à établir une responsabilité sociale et, d'autre part, en 2019, invitent les plateformes de transport à établir une charte. Alors, les plateformes sont invitées à déterminer ou à préciser les conditions d'exécution de l'activité au sein de la plateforme. Mais vous voyez, d'une part, on maintient le statut d'indépendant et d'autre part, il n'y a pas du tout de contraintes à l'égard de ces plateformes pour qu'elles établissent un socle social minimum pour ces travailleurs-là. Donc, réaction législative, c'est la préservation de l'indépendance par la loi, malgré le caractère apparemment fictif jugé par les magistrats pendant ces dernières années. Deuxièmement, s'agissant du statut collectif des livreurs de plateforme. En France, les travailleurs indépendants n'ont pas accès au droit de la négociation collective, à l'inverse de ce qui peut se passer dans d'autres pays européens. Donc, c'est posé la question de savoir dans quelle mesure ces travailleurs-là pourraient quand même avoir accès à une sorte de représentation et à un échange avec leurs donneurs d'ordre. Deux ordonnances ont été adoptées, l'une en 2021 et l'autre en 2022, sur le dialogue social de secteur. On assiste là à un quasi copier-coller de ce qui se passe pour la représentation des salariés, mais en l'occurrence pour les travailleurs indépendants. Il est prévu que les travailleurs des plateformes de transport, donc pour le moment il s'agit uniquement des livreurs et des chauffeurs, les travailleurs de ces types de plateformes
peuvent élire leurs représentants tous les 4 ans, soit que ce soit des organisations syndicales, soit que ce soit des associations, lesquelles doivent respecter 7 critères de représentativité qui sont les mêmes que ceux qui valent pour les organisations syndicales de salariés. Enfin, copier-coller. Élection tous les 4 ans, la première a eu lieu au mois de mai dernier, c'est au printemps. Un taux de participation très faible, puisque les livreurs, 2% des livreurs qui pouvaient voter ont voté, et c'est de l'ordre de 4% pour les chauffeurs. Donc, un taux de participation très faible. Les résultats sont au bénéfice des associations de travailleurs indépendants qui ont emporté plus de voix que les organisations syndicales traditionnelles. Voilà, donc un copier-coller sur les élections par rapport à ce qui existe pour les salariés. De la même façon, ces 2 ordonnances prévoient que les représentants élus bénéficient d'une protection, bénéficient d'heures de délégation pour exercer leur mandat. De la même façon que pour la représentation des salariés, il est prévu que les représentants de ces travailleurs et les plateformes puissent négocier sur les objets qu'elles souhaiteraient, par exemple les conditions de travail. Et il est également prévu un certain nombre d'objets de négociation obligatoires dans ces plateformes, de façon annuelle, par exemple sur la structure de la rémunération, sur la formation, etc. Donc là encore, un copier-coller sur les modalités de négociation. Là où il existe une singularité qui doit attirer notre attention, c'est que ces 2 ordonnances ont mis en place une autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dite ARP. Cette autorité est composée de représentants du ministère du Travail, de représentants du ministère des Transports, personnalités qualifiées, des représentants des travailleurs de plateformes et des représentants des plateformes. Cette autorité a pour mission de veiller au bon déroulement des élections, de constater la représentativité des organisations qui ont été élues et d'encadrer, de promouvoir la négociation au sein de ces plateformes-là. Alors, ce qui doit attirer l'attention, c'est que cette autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vise pour le moment, il y a un article dans le Code du travail qui vise pour son champ d'application les livreurs et les chauffeurs des plateformes. Et toutes les autres dispositions renvoient à celle-là. Mais si on regarde bien le chapitre qui a été inséré dans le Code du travail et le dénommé même de cette autorité, il n'est nullement fait mention d'une limite aux plateformes de transport. Ce qui signifie qu'on a là un bloc législatif qui, par simple ordonnance, pourrait être modifié et dont le champ d'application pourrait être élargi. Une seule disposition peut être modifiée pour élargir le champ d'application de ces plateformes. Par conséquent, on a là une modalité de représentation et de négociation des conditions de travail des travailleurs indépendants qui emprunte pour beaucoup le modèle qui existe pour les salariés, mais qui est parallèle au modèle salarié et qui est parallèle au Code du travail. Ces travailleurs indépendants ne sont pas inclus dans les conventions collectives de salariés qui existent et vont donc être amenés à établir leur propre droit du travail d'indépendants en parallèle de ce qui existe pour les salariés. Donc là encore, le législateur fait le choix non pas d'étendre la couverture du salariat, comme ça peut être le cas dans d'autres pays en Europe ou comme c'est actuellement en projet de négociation au sein de l'Union européenne, mais de créer un cadre permettant aux travailleurs indépendants de garder leur statut d'indépendant et éventuellement d'avoir quelques protections sociales. Enfin, troisièmement, l'insoutenabilité du statut social des travailleurs de plateforme. Les travailleurs indépendants en France ont un régime social qui est moins favorable que celui des salariés. Ils ne cotisent pas pour le chômage, ils ne sont pas par principe protégés en cas d'arrêt de travail, si bien que le législateur est intervenu là en 2016 pour tenter d'encadrer un petit peu et d'assurer un minimum de protection à ces livreurs. C'est donc la loi El Khomri de 2016 qui prévoit que les plateformes doivent prendre en charge les frais qui auraient été assurés par ces travailleurs, par ces livreurs de plateforme, afin de bénéficier d'une protection en cas d'arrêt de travail. Concrètement, les livreurs vont voir une entreprise d'assurance, signent un contrat pour être couverts en cas d'accident de travail. Ces frais que les salariés auront avancés devront être remboursés par les plateformes si les travailleurs leur font la demande. Donc, c'est une protection pour ces travailleurs indépendants. Mais il y a plusieurs limites à cette prise en charge, puisque la loi El Khomri de 2016 prévoit que seuls les travailleurs indépendants qui ont un chiffre d'affaires minimum, qui est de l'ordre de un petit peu moins de 6 000 € à l'année,
seuls ces travailleurs-là peuvent se voir rembourser les frais qu'ils auront dépensés. Et je vais terminer par là. On regarde un petit peu les clauses signées dans ces contrats d'assurance. Elles ont une définition très restrictive de l'accident du travail, puisque seul l'accident qui est survenu pendant une course est couvert et non pas l'accident qui serait survenu pendant les temps d'attente. Il y a également des délais de carence. On assiste en réalité, pour ce qui s'agit de la protection sociale, d'une privatisation qui est à rebours du principe de solidarité qui existe pour les salariés. Merci.